À la fin du XVIIIe siècle, Napoléon, mandaté par le Directoire, mène la campagne d'Égypte. L'objectif, saper la suprématie commerciale de la Grande-Bretagne qui y commerce sur la route des Indes. À la tête de l'armée d'Orient, Napoléon débarque à Alexandrie le 1er juillet 1798, puis poursuit avec l'expédition de Syrie. Après la prise d'El Arish, de Gaza et de Jaffa, l'armée française paraît devant Saint-Jean d'Acre le 18 mars 1799. Pascal, guide touristique à Saint-Jean d'Acre, nous fait replonger dans cette période ardente de l'histoire. Alors, le gouverneur de la ville, c'était Ahmad Pacha, on l'appelait Ahmad El-Jazar. Ça serait le boucher ou l'égorgeur. Vous comprendrez qu'il n'était pas un personnage très, très sympathique. Par exemple, il avait pour habitude de décapiter ses ennemis. Napoléon, prêt à tout tenter afin de vaincre l'ennemi, fait un appel aux Juifs d'Asie et d'Afrique, mais sans succès. Il a lancé un appel aux Juifs d'Asie et d'Afrique afin qu'ils se joignent à lui, à ses troupes, pour déloger donc l'envahisseur ou le tyran ottoman. Et c'est le premier à avoir parlé de redonner la Terre Sainte et de reconstruire l'ancienne Jérusalem, je le cite, donc ce serait peut-être un côté sioniste de Bonaparte, côté moins connu. À Saint-Jean d'Acre, les Français font face à Ahmad El-Jazar, mais également aux Britanniques. Sous le commandement de l'amiral Sidney Smith, ancré dans le port et en mer face à Saint-Jean d'Acre. Quelques-uns des matelots d'ailleurs ont débarqué pour aider les troupes ottomanes. À leur tête se trouvait un colonel français, c'est assez surprenant, c'est le colonel Antoine de Filippo, qui avait appris sur les mêmes bancs de l'école militaire de Brienne à Paris avec Bonaparte justement. Et déjà à l'époque, il y avait une inimité, on va dire, pour ne pas dire une aversion certaine entre ces deux personnages. Et l'intérêt pour les Britanniques et les Ottomans, c'est le fait que Antoine de Filippo connaissait très bien les tactiques françaises et les stratégies de Napoléon. C'est le 28 mars qu'a lieu le premier assaut des soldats de Napoléon Bonaparte. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de se rendre compte exactement de l'importance des fortifications. Les grenadiers, quand ils se sont élancés lors de ce premier assaut, ont été confrontés à des fossés qui avaient été approfondis. Ils étaient de plus de 8 mètres de profondeur. Certains soldats sont tombés au fond des fossés et c'était des proies faciles, des cibles faciles pour les francs-tireurs turcs qui se trouvaient en haut des murailles. Donc, en fin de compte, cette première attaque, ce premier assaut a échoué et les soldats de Bonaparte ont dû se retirer. Napoléon persévère, mais les canons français sont aux mains des Britanniques. Il fait face à un siège qui se tient au ralenti. L'artillerie lourde de Bonaparte avait été prise par les Britanniques dans la baie de Haïfa. C'est-à-dire que l'artillerie lourde de Bonaparte servait en fait aux Ottomans contre les troupes françaises. Il y avait également d'essayer de s'emparer de la ville ou de faire des attaques nocturnes, mais les Ottomans avaient placé dans les fossés des chiens qui avertissaient les assiégés. Il y avait des attaques françaises. Ils lançaient des grenades éclairantes. Enfin, il y avait toutes sortes de techniques pour empêcher les assauts français. Les Ottomans ont également usé de tunnels afin de surprendre les troupes françaises. Donc, nous nous trouvons actuellement dans le fossé à proximité de la muraille de Dar el-Omar. À nouveau, la muraille qui a arrêté les soldats de Bonaparte. Ici, on voit la contre-escarpe au pied de cette muraille. Et dans la contre-escarpe, vous pouvez voir une entrée secrète qu'on appelle une poterne. Par cette entrée secrète, je dirais plutôt une sortie secrète, puisque c'est les assiégés qui pouvaient sortir sans être repérés dans les fossés. Et à partir des fossés, ils avaient des tunnels qui leur permettaient d'accéder au camp des soldats de Bonaparte et de faire bien sûr des dégâts dans ces camps, de mettre le feu ou de tuer les soldats tant qu'ils étaient endormis et ne s'attendaient pas à ces attaques nocturnes et ces attaques surprises. Le 7 mai, les Français lancent une dernière attaque précipitée par l'arrivée de renforts britanniques. Quelques troupes ont réussi à passer de l'autre
l'autre côté de la muraille et à rejoindre l'intérieur de la ville de Saint-Jean-d'Acre. Mais de nouveaux imprévus achèveront la course de l'armée napoléonienne. Donc nous voilà maintenant à l'intérieur de la vieille ville de Saint-Jean-d'Acre, face à un pan de la muraille qui nous reste, muraille construite par le bédouin Dar el Omar. Et c'est la muraille qui a arrêté les soldats de Bonaparte lors du siège en 1799. Il faut dire que ces troupes étaient fortement diminuées. C'est des troupes qui avaient débarqué à Alexandrie, qui avaient fait tout le voyage, le périple d'Alexandrie jusqu'à Saint-Jean-d'Acre. Il y avait également une épidémie de peste qui avait touché les troupes de Napoléon et des problèmes de dysenterie parmi les soldats. À quelques kilomètres, les ultimes traces des soldats de Napoléon enterrés dans l'unique cimetière français en Israël. Voilà maintenant dans les faubourgs nord de Saint-Jean-d'Acre et nous sommes arrivés au cimetière des soldats de Napoléon. Le premier à être identifié, c'était dans les années 60. C'est le général de génie militaire de l'armée de Napoléon. Il s'agit de Louis de Caffarelli. D'autres dépouilles ont également été découvertes grâce à l'identification de boutons d'uniforme sur lesquels on pouvait lire « République française » ainsi que l'indication du régiment de ces soldats. Tous les ans, vu que cet endroit est l'unique cimetière français en Israël, les cérémonies du 11 novembre se tiennent vraiment à cet endroit. Nous avons l'ambassadeur, les différents consuls et de nombreux résidents français israéliens viennent donc se recueillir. Il y a un dépôt de gerbes sur la tombe donc, de Caffarelli et ce cimetière a pris son nom, c'est le carré Caffarelli. Sur la colline de Napoléon, sur laquelle s'est installé ce dernier lors de son arrivée à Saint-Jean-d'Acre, trône une statue triomphante du général d'antan. Peut-être une manière de remercier celui que certains considèrent comme le premier sioniste des temps modernes.